Soyez les bienvenus. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Joyeuse Journée internationale des femmes. Je m'appelle Dawn Bortolini. Je suis la présidente de la FMH. C'est le comité, je suis la présidente du comité de femmes et filles avec les troubles de la coagulation de la FMH. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis extrêmement ravie de voir tous les commentaires dans la boîte de discussion depuis partout dans le monde. Ma coprésidente aujourd'hui, la co-facilitatrice Sarah Jamila Sattar, elle appartient au comité de la maladie de von Willebrand de la FMH. Mais avant de le présenter officiellement, on va voir l'ordre du jour pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur comment préparer nos ados. Et qu'est-ce que les saignements normaux ou anormaux? On aura une discussion, un panel sur la précarité menstruelle et finalement l'importance de la collaboration entre les gynécologues et les hématologues. S'il vous plaît, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Nous allons répondre aux questions vers la fin de la journée. Et maintenant, je suis ravie et je me sens honorée de présenter ma coprésidente Jamila. Elle va présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais souhaiter à toutes les femmes une joyeuse journée internationale des femmes. Je voudrais vous saluer. Merci de m'écouter, de nous écouter. Je voudrais remercier la FMH, la Fédération mondiale de l'hémophilie, et je voudrais remercier aussi le comité des femmes et filles avec des troubles de la coagulation, ainsi que le comité de la maladie de von Willebrand pour avoir organisé ce séminaire Internet. Je suis ravie de voir une telle quantité d'oratrices tellement importantes. Maintenant, nous allons présenter les différentes expériences en matière de précarité menstruelle. Maintenant, je vais présenter la première de nos intervenantes. Elle est experte de la fertilité et les gynécologues et elle est également présidente de la Société gynécologique de la Croatie. De la Malaisie, pardon. Elle va parler sur comment on doit parler aux ados, aux filles ados. Donc, vous avez la parole. Maylene Hu, merci. Docteur Jamila, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici avec vous. C'est un privilège pour moi d'avoir été invitée à faire partie de ce panel. Je vais parler sur comment préparer les filles adolescentes pour les règles. Même pour les garçons, c'est quelque chose d'utile aussi, bien sûr. Donc, si on prend cette approche, je suis mère aussi, j'ai une fille adolescente, et donc ce n'est pas, cette discussion ne sera pas vraiment scientifique. Il s'agit surtout sur comment faire pour mener cette conversation. Donc, j'ai mis quelques informations dans les diapos. Mes amis, en général, me demandent qu'est-ce qu'il faut attendre de cette conversation ou de cette période de la vie. Donc, il y a des choses qui se passent dans le corps humain qui ne passent pas comme de manière extrêmement ponctuelle, mais voilà les différents âges auxquels les différentes manifestations du développement commencent à se passer. Donc, voilà la croissance des seins, les poils pubiens, etc. Donc, je pense sur les questions qui sont posées par les ados et j'ai mené cette discussion en Malaisie dans les écoles. Bien sûr que ce n'est pas la même situation que dans une situation virtuelle. La situation en face à face est plus agréable, en fait. Donc, qu'est-ce que sont les règles? Nous présentons cette idée auprès des filles. Nous disons que essentiellement, les règles, c'est la desquamation, la mue physiologique de la paroi intérieure de l'utérus. La durée, c'est d'entre 3 et 10 jours. Et les règles se présentent tous les 21-44 jours. Les variations sont assez larges. Il y a des gens qui pensent que les règles se présentent le même jour de tous les mois, mais c'est un mythe. Donc, ce sont des informations très importantes à transmettre.
Donc, les questions qui sont posées par les filles sont comment est-ce que je saurai quand je vais avoir mes premières règles? Il n'y a pas une réponse claire, mais si vous avez une mère, une sœur, une grand-mère, on peut leur poser la question. En général, la tendance est la même que chez le reste de la famille, entre les âges de 9 et 16 ans, mais il y a des filles qui ont les premières règles à l'âge de 8 ans même, par exemple. Mais si vous avez les règles avant l'âge de 8 ans et après l'âge de 15 ans, c'est le moment de voir le gynécologue. Donc, lorsque je parle aux ados et il y a par exemple des ados qui se posent la question, qu'est-ce que je fais si j'ai les règles quand je suis à l'école? Par exemple, il y a des filles qui se préoccupent pour cela. Par exemple, je prépare un petit sac, comme vous voyez sur la diapo, et je mets là-bas quelques produits menstruels dans ce sac, dans ce petit sac pour le dissimuler un peu. Et par exemple, les produits malaisiens sont très bons et il y a des enseignants qui ont en général des produits disponibles pour les filles si jamais elles ont les règles lorsqu'elles se retrouvent à l'école. Donc, tout le monde se préoccupe autour des crampes, des douleurs menstruelles. Est-ce qu'elles sont normales? Il faut les assurer que les crampes et les douleurs menstruelles ne sont pas présentes chez toutes les personnes, chez toutes les filles. Et il y a des choses que l'on peut faire pour résoudre ou pour soulager les douleurs. En Malaisie, il y a toute une préoccupation autour de les règles et des règles et les choses que l'on ne peut pas faire. Il y a par exemple des sports, etc., ou des choses religieuses lorsque l'on a les règles. Donc, il y a une perception que avoir les règles est quelque chose de non propre ou de sale. Donc, ce que j'explique aux filles, c'est que les règles font partie de la vie normale d'un être humain et ce que je dis toujours, c'est que les règles ne doivent pas nous prévenir ou éviter que je fasse d'autres choses. Voilà une nageuse qui a gagné des prix et elle a été applaudie parce qu'elle a parlé de ses crampes menstruelles. Elle n'a pas pu obtenir une médaille d'or à cause de ses crampes menstruelles, mais elle est un vrai modèle pour les filles parce qu'elle a démontré qu'on peut même être nageuse et nager pendant les règles. Voilà les produits que l'on peut utiliser. Il n'y a pas une préférence. Les préférences sont surtout personnelles. Par exemple, il y a des culottes spécifiques pour les règles, les tampons, les serviettes sanitaires. Et une des choses que on nous pose en Malaisie est la suivante. Est-ce que les filles qui n'ont jamais eu de relation, de rapport sexuel, est-ce qu'elles peuvent utiliser des tampons? La réponse est toujours oui. On doit utiliser un tampon très petit pour ne pas avoir une mauvaise expérience, mais les tampons sont disponibles dans plusieurs dimensions et n'importe quoi est possible. Et si vous avez des inquiétudes, on peut poser la question aux professionnels de la santé, aux soignants, aux gynécologues. Voilà une des choses, une des questions qui est toujours posée, comment est-ce que l'on peut rester propre pendant les règles? Il ne faut pas avoir des savons spéciaux. J'encourage les filles à utiliser la serviette sanitaire la plus petite possible et la changer avec la plus grande fréquence possible. Même chose pour les tampons, les changer tous les 2, 3 heures, par exemple. C'est ça la situation idéale. Et bien sûr, il faut disposer les produits mensuels soigneusement. Il y a des gens qui se posent la question suivante. Combien de sang est-ce que je dois perdre? Le total de sang perdu est de entre 4 et 6 cuillères à soupe de sang dans une règle. Donc, c'est équivalent à la moitié d'une tasse de fluide lorsque l'on ajoute tous les tissus qui viennent de l'utérus. Donc, ce n'est pas beaucoup. Si vous avez la sensation que le saignement soit excessif et qu'il faut changer les serviettes tous les 2, 3 heures et on a des cailloux extrêmement grands, voilà, le moment est venu pour aller chez le gynécologue. Donc,
comment est-ce que je peux obtenir davantage d'informations? Il y a des livres qui sont disponibles, il y a l'Internet, mais le danger avec l'Internet, c'est que parfois les informations ne sont pas vérifiées. Il faut, par exemple, poser la question à l'infirmière de l'école, un enseignant, par exemple, de confiance, une adulte de confiance, les tantes et les oncles peuvent devenir une bonne source d'information aussi. Donc, comment est-ce que l'on peut parler de manière réussie avec l'ado? On doit commencer dès très tôt, on doit être disponible pour l'ado, on doit être un parent askable, comme en anglais, on doit être approchable par les ados. Il faut chercher les bons moments pour avoir cette discussion qui est assez délicate et il faut être une personne sécure, c'est-à-dire il ne faut pas sauter aux conclusions, il faut être ouvert, on doit être une personne de confiance pour cet ado-là. Donc, je ne pense pas que le sujet de la discussion soit le bon sujet parce que je pense que la conversation devrait commencer très tôt dans la vie, pas au moment où la fille devient adolescente. Par exemple, j'étais chez moi et ma fille a regardé, a vu quelques produits qui étaient dans la télé, par exemple, et elle avait pensé que c'était des produits pour le nez parce que parfois, elle a du sang dans le nez. Donc, cela qu'on a commencé, à ce moment-là, qu'on a commencé à discuter de ce sujet. Donc, voilà, c'est pour maintenant, elle a 13 ans et nous avons une conversation qui continue. Mais à ce moment-là, elle avait 3 ans, par exemple. Et c'est à ce moment-là que nous avions commencé à parler des règles. Mais c'est un bon moment de parler aux adolescents lorsque l'on a une grande quantité de temps pour en parler. Et je décourage les gens d'utiliser des surnoms affectueux pour les organes génitaux. Il faut faire référence aux organes avec le nom scientifique pour démystifier les organes. Il y a par exemple, peut-être que les ados peuvent parler ou les petits, les enfants peuvent parler des organes génitaux devant le public. Peut-être que ce deviendra une situation honteuse. Mais si ça se passe, il ne faut pas confondre les gens. C'est facile. C'est plus facile d'identifier les organes génitaux, par exemple, si on leur donne les bons noms, surtout dans les cas d'abus. Donc, voilà cette diapo. Quand est-ce qu'on doit se préoccuper dans le contexte des règles si la fille n'a pas eu des règles une fois arrivée à l'âge de 16 ans, si elle n'a pas développé des seins il y a 3 ans, si elle a commencé à développer ses seins il y a 3 ans, mais elle n'a pas de règles encore, si elle a des crampes sévères et qui ne sont pas soulagées par les analgésiques, si elle a des saignements très abondants, ou si elle a un syndrome prémenstruel très sévère, très grave, très profond, il faut aller chez le gynécologue dans ces cas-là. Donc, les règles ne doivent pas éviter qu'on continue à mener la vie normale parce que si ça se passe, ce n'est pas quelque chose de normal et il faut nous préoccuper, il faut aller chez le gynécologue dans ces cas-là. Donc, merci à toutes et à tous et bon courage au moment de mener la discussion avec les ados. Parfois, ce n'est pas ce n'est pas évident, mais je pense qu'avec cette présentation, j'ai facilité en moins un peu les choses. Merci. Merci de cette présentation. Maintenant, nous allons laisser les questions pour la fin des présentations. Et maintenant, je voudrais vous présenter notre intervenante suivante. Paula James n'est pas disponible pour aujourd'hui, mais elle a enregistré sa présentation. Elle va parler de la menstruation, les règles abondantes. Elle est une professeure très reconnue en médecine et hématologie et elle est leader du comité des troubles de la coagulation. Voilà sa présentation pour aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à participer de ce webinaire. Et je voudrais parler d'un sujet qui me passionne. Comment est-ce que l'on peut améliorer la connaissance des règles abondantes?
Voilà mes conflits d'intérêts. J'ai reçu des financements de la part des TKD, CSL, Behring et Bayer. La menstruation, les règles abondantes sont un problème très habituel entre 30 et 50% des femmes qui menstruent, qui ont des règles, rapport à avoir eu quelques épisodes, au moins un épisode des règles abondantes. C'est les symptômes les plus communs dans troubles sous-jacents de la coagulation. Entre 15 à 30% des femmes qui présentent ce problème-là ont un trouble héréditaire de la coagulation. Voilà la définition officielle des règles abondantes. Plus de 80 millilitres de pertes mensuelles dans d'une seule période, dans une seule règle. Voilà la définition la plus pratique, bien que avec la disponibilité de la coupe menstruelle, il y a des femmes qui peuvent mieux gérer le volume de sang qu'elles perdent. Mais il y a plusieurs patientes pour lesquelles on doit penser à d'autres choses qui sont liées à cette perte de sang. Voilà, ces facteurs sur l'écran, par exemple, le besoin de changer les protections sanitaires, les serviettes sanitaires, toutes les heures, par exemple, au plus fréquemment, la déficience en fer, le fait de tremper les draps de manière fréquente, c'est un autre accident qui se passe et aussi une durée plus longue que 7 jours pour une règle. Voilà des signes d'une règle abondante, d'une règle ou des règles anormales. Par contre, je voudrais signaler, par exemple, la situation d'une règle normale, par exemple, le changement de serviettes sanitaires quelques fois par jour, permettre que quelques heures passent avant de changer les serviettes, avoir des niveaux normaux d'hémoglobine, de ferritine, aussi le fait de tremper les draps de manière très infréquente et aussi des règles qui ont une durée d'entre 2 et 7 jours en général. Comme je viens de mentionner, et le trouble de la coagulation, des troubles sous-jacents sont une des causes de ces problèmes chez 15 à 30% des femmes. Il y a d'autres causes qu'il faut considérer aussi pour les règles abondantes, des anormalités utérines et structurelles comme les fibromes, l'adénomyose, les déséquilibres hormonaux, par exemple des cycles anovulatoires qui peuvent se présenter près de la ménopause et des problèmes thyroïdiens. Et, par exemple, il y a d'autres déséquilibres aussi, par exemple avec la thyroïde qui peuvent causer, et aussi dans les cas des femmes les plus âgées, il faut penser au cancer et il faut considérer s'il y a des médicaments qui peuvent contribuer aux règles abondantes. Si nous pensons au saignement abondant, cela peut avoir un impact significatif sur les vies normales des femmes. Donc, nous avons déjà parlé de l'anémie, des carences en fer, il y a également des questions de manque de jours à l'école, au travail et des problèmes de qualité de vie plutôt généraux. Donc, nous devons absolument traiter ces problèmes et nous devons donc vraiment sensibiliser les personnes autour des problèmes d'identification des saignements abondants, surtout liés au sexisme dans nos systèmes de santé. Il y a un document par ma collègue Angela Weyand qui se focalise sur des questions autour de ce problème, ce que je recommande vraiment. Je voulais également parler des ressources disponibles, des outils qui ont été développés pour essayer de vraiment faire face aux défis liés à ces saignements abondants. Donc, il y a des questionnaires qui ont été développés. Il s'agit de vraiment connaître l'histoire des saignements. Nous pouvons vraiment quantifier, donc mesurer la gravité des symptômes. Et cela peut être vraiment un outil efficace pour bien
évaluer ces problèmes. Donc, l'idée de distinguer entre les enseignements plutôt normaux et anormaux qui ont besoin d'une attention particulière. Donc, ces outils sont reconnus maintenant. Il y a des différentes organisations qui ont publié des informations autour de ces outils diagnostiques. Donc, il y a un projet ici avec l'Association américaine de l'hémophilie et la Fédération d'hémophilie. Et donc, il y a maintenant des lignes directrices avec des recommandations spécifiques pour vraiment faire face à cette question des saignements abondants. Surtout lorsqu'il s'agit des médecins de famille, cette question de l'évaluation est vraiment importante. Donc, comment identifier des cas qui ont besoin vraiment d'investigation, de diagnostic spécifiques. Il y a des ressources donc qui ont été développées. Je vous ai mis quelques exemples. Un site web qui s'appelle Let's Talk Period. Parlons des règles. Il y a également des outils d'évaluation que nous pouvons faire nous-mêmes avec des questions, une série de questions par rapport au saignement pour calculer une note de saignement. Donc, est-ce que ces saignements sont normaux ou anormaux? Il y a un PDF que nous pouvons imprimer pour bien parler de cette question avec les médecins, par exemple. Également, c'est une initiative canadienne, Code Rouge. Il s'agit d'une conférence qui se focalise sur cette question et sur les troubles de coagulation en général. Également, notre travail pour préparer des sommets. Il y a un site web ici de Dr. Michelle Lavin qui s'appelle Know Your Flow. Il y a également un exemple d'un site qui vient de notre fondation nationale qui s'appelle Better You Know et la fondation pour les femmes et les filles avec des troubles de coagulation. Donc, il s'agit d'une fondation qui a été lancée aux États-Unis pour vraiment améliorer la prise en charge des filles et des femmes. Avec ce site web, Let's Talk Period, nous avons également des ressources disponibles pour des infirmières, des enseignants, des fournisseurs de soins primaires, etc. Je voulais maintenant me focaliser surtout sur les ressources les plus récentes. Donc, pour des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé primaire. Donc, Kiria Liang, qui est une étudiante qui travaille avec moi, travaille en ce moment sur une recherche par rapport à un guide de référence pour bien déterminer comment les médecins de famille doivent travailler sur ce genre de problème. Donc, s'il y a une personne qui a des saignements abondants, une note élevée, comment vraiment gérer cette patiente. Pour conclure maintenant, nous avons parlé du fait que les saignements abondants sont communs, qu'il y a des différentes ressources et outils disponibles pour bien identifier ce problème et également des traitements. Donc, l'idée de vraiment savoir comment vraiment aller à la bonne personne, à la bonne organisation pour obtenir ce soutien. Je voulais donc remercier mon équipe et les organisations de financement. Merci de votre attention. Merci, Paula James, de cette présentation. Super. Avec ces outils très importants pour vraiment soutenir des femmes et des filles avec ce problème. Je vais maintenant passer la parole à professeur Roshi Konkani, qui est professeur... excusez-moi.
MSU, je vais juste vérifier. Michigan, c'est Michigan State University, donc c'est l'université de Michigan. Donc, elle est vraiment leader de la société des troubles de coordination. Elle a vraiment beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc, je vais vous passer la parole à Dr. Roshini Kulkarni. Merci, Jamila, et bonne journée internationale de la femme. C'est un vrai plaisir pour moi de lancer donc cette discussion panel. Je vais juste commencer avec une petite introduction. Donc, nous avons Lauren Phillip de Nouvelle-Zélande, Anu Pamat de l'Inde, Cassie Osaiho de Panama. Donc, il s'agit vraiment d'un panel international. Je vais juste faire une brève présentation de la précarité menstruelle. Donc, comment est-ce que cela touche vraiment les questions de qualité de vie? Quels sont les facteurs de stigma associés? Donc, voilà une définition de la précarité menstruelle, un accès inadéquat aux outils d'hygiène menstruelle, pas seulement des tampons et de la protection, mais également les équipements de lavage, la gestion des déchets, etc. Donc, il s'agit vraiment d'un problème plutôt global, pas seulement une question des serviettes et des tampons. Donc, juste pour vous donner l'idée de la prévalence de cette précarité menstruelle, nous pouvons voir que le cycle menstruel affecte vraiment tous les aspects de la vie d'une jeune fille. Donc, l'éducation, la santé, les facteurs économiques, la dignité même de ces femmes et de ces filles. Donc, il y a 500 millions de personnes qui manquent de l'accès à ces produits et également à ces équipements d'hygiène. Même dans des pays développés, ou soi-disant développés, il y a des filles qui décident de ne pas aller à l'école, par exemple, parce qu'elles n'ont pas accès aux produits, périodiques. En 2015, UNESCO a publié un rapport sur le nombre des personnes, des jeunes filles qui manquaient des journées d'école à cause de ce problème. Donc, une fille sur 10. Hein? Donc, cela a un vrai impact sur leur étude, leur qualité de vie, leur prospect pour l'avenir. Il y a également la question des impôts. Donc, il y a plusieurs pays qui ont des impôts toujours élevés par rapport aux produits périodiques. Nous sommes en train de mener des campagnes à cet égard et nous avons déjà des bons résultats. Mais nous devons absolument continuer à lutter pour sensibiliser les personnes sur cette question. Donc, il s'agit d'une partie importante de la vie des femmes et des filles. Il ne s'agit pas d'un choix. Donc, voilà, nous devons absolument regarder ces produits comme des produits de base qui ne doivent pas être taxés. Pendant la pandémie, nous avons également vu des questions liées à l'isolation des personnes, un manque d'accès, par exemple, au supermarché et un manque de disponibilité de ces produits. Juste pour vous donner une idée de cette question au niveau international, nous voyons des pays affectés et cela inclut, comme j'ai dit, des pays développés, hein, donc États-Unis, Royaume-Uni, plusieurs pays européens, etc. Juste pour vous donner des idées autour du coût de ces produits périodiques et autres, pour des pays et
des familles pauvres, cela représente vraiment des montants élevés. Donc, même des produits les plus simples, nous devons absolument faire une évaluation entre les prix et la durabilité également de ces produits. Donc, comment sensibiliser les personnes, par exemple, sur l'utilisation des coupes périodiques? Il y a des études maintenant par rapport aux initiatives dans des pays africains avec une sensibilisation autour de l'utilisation de ces coupes, par exemple. Si nous pensons également aux filles atteintes des troubles de coagulation, ces coupes, bien entendu, peuvent doubler. Il y a également la question des personnes sans abri. Comment est-ce que ces jeunes filles, ces femmes font face à cette question de vraiment accéder aux produits nécessaires? J'ai également vous donner une idée des conséquences de cette précarité mensuelle sur la vie des personnes, des filles et des femmes. Il y a bien entendu des personnes qui doivent essayer de trouver des alternatives. Donc, par exemple, des bouts de tissu, des serviettes normales, des feuilles de banane, par exemple. Et ces personnes peuvent se sentir vraiment stigmatisées par rapport à leur manque de produits adéquats pour bien prendre en charge leurs règles. Nous devons absolument donc parler de cette question. Il y a même des chiffres qui montrent comment des universités, par exemple aux États-Unis, ont des préservatifs disponibles gratuitement aux étudiants, mais ne pensent pas à fournir, par exemple, des produits périodiques. Donc, comment absolument considérer ces besoins? Et également, penser aux personnes non-binaires, par exemple, des groupes plutôt marginalisés. Nous devons absolument penser à ces questions de qualité de vie, donc des rapports sociaux, des questions financières, la qualité de vie par rapport à la santé. Tous ces éléments, tous ces aspects de nos vies sont bien liés. Donc, l'impact de votre santé touche vraiment aux différents domaines associés. Donc, les médecins, les professionnels de santé doivent absolument considérer tous ces effets en ce qui concerne les différents domaines de qualité de vie. Je vous ai montré ici les différences entre la qualité de vie en général, donc le concept plus large, et la qualité de vie liée spécifiquement à la santé. Donc, cela peut inclure des questions par rapport aux maladies spécifiques, mais également à la situation plutôt globale. Donc, comment est-ce que nous pouvons améliorer la qualité de vie en regardant absolument cette question de la précarité menstruelle? J'ai reçu cette invitation pour bien célébrer la puberté et avec des cérémonies, donc avec nos filles, avec notre famille, comment célébrer donc notre première règle. Comment est-ce que nous pouvons donc essayer de vraiment repenser cette question? Voilà, je vais maintenant lancer notre discussion panel avec mes participants qui vont partager des solutions avec vous. Cassie, bonjour. Donc, moi, j'ai 25 ans. Je travaille sur cette question de la précarité mensuelle, un problème rarement discuté
en Amérique latine. Moi, je viens du Panama et nous pensons qu'il y a vraiment un manque de ressources autour de cette question. Les personnes ne parlent pas vraiment de ce sujet identifié plutôt comme tabou. Donc, comment est-ce que nous pouvons évaluer des aspects des vies des jeunes filles atteintes de ce problème? Il y a vraiment un manque d'informations. Nous devons regarder ce qui se passe au niveau des écoles, des collègues. Moi-même, j'ai eu des expériences vraiment négatives lors de mes règles parce que j'étais confrontée à ce problème d'accès aux produits adéquats et également au soutien, à la compréhension de la part de mes enseignants, par exemple. Donc, il y a vraiment beaucoup de filles dans mon pays qui doivent faire face à cette question. Nous devons absolument donc augmenter les niveaux de sensibilisation des familles, des parents, des enseignants par rapport à cette question de précarité menstruelle. Comment est-ce que la menstruation donc affecte la vie des étudiantes, des élèves, des jeunes filles? L'année dernière, nous avons organisé notre première réunion pour les femmes avec des troubles de coagulation. Donc, une journée d'éducation avec plusieurs femmes et filles réunies pour discuter de les impacts. Nous voulions vraiment créer un espace pour pouvoir avoir des échanges, poser des questions, parce que nous savions qu'il y avait plusieurs questions liées à la manque d'informations. Il y avait même la possibilité pour les personnes de poser des questions anonymement, parce qu'il y avait vraiment ces problèmes liés à la stigmatisation. Donc, nous avons vraiment traité toute une gamme de questions, des questions plutôt de base jusqu'aux questions plus compliquées. Et nous avons bien abordé cette question de la précarité menstruelle. Nous avons donc parlé des idées autour de la sensibilisation, autour des actions qui pourraient être menées pour vraiment faire circuler les informations, pour travailler sur les liens, les ateliers également, pour vraiment permettre aux personnes de poser leurs questions, de partager leurs doutes, etc. Il s'agit peut-être des petits pas en avant, mais je pense que ces initiatives peuvent être même assez significatives pour les personnes qui doivent absolument lutter pour leurs droits. Donc, nous sommes en train de travailler sur un plan à cet égard. Au Panama, nous avons déjà quelques propositions au niveau gouvernemental même, avec des initiatives dans les hôpitaux, aux écoles, etc. Et un niveau d'intérêt assez élevé, même si le problème reste un peu négligé. Voilà la situation actuelle dans mon pays. Nous avons commencé à parler de ce problème, au moins. Merci de votre attention. Bonjour à tous et à toutes. Merci de cette présentation. Je vous appelle de la Nouvelle-Zélande. C'est très tard la nuit. Je suis ravie de parler sur la précarité mensuelle. Donc, Rouchmi a parlé des défis auxquels les femmes avec des troubles de la coagulation font face et voilà les expériences sur les précarités mensuelles. Donc, en 2017, la Fondation de l'hémophilie de la Nouvelle-Zélande a conduit quelques recherches sur
sur les troubles de la coagulation et la règle, le résultat a été que 87% des femmes parlaient des règles abondantes. Cela signifie un excès d'utilisation des serviettes sanitaires et d'autres produits sanitaires, peut-être un tampon et deux serviettes ou un tampon et une serviette, et c'est à cause de l'excessive saignement menstruel. Nous avons aussi découvert quelque chose de très important. Ce sont les difficultés sur les difficultés d'obtenir des produits sanitaires. Par exemple, je me rappelle que ma mère, par exemple, devait m'acheter des produits sanitaires parce que le coût de la vie était extrêmement haut et c'était très difficile pour moi d'acheter les serviettes et les tampons moi-même. Donc, nous avons de la chance ici en Nouvelle-Zélande. Nous n'avons pas une quantité quand même des organisations des ONG qui luttent contre la précarité menstruelle. Lorsque je me suis impliquée avec ce mouvement, j'aime le mot mouvement pour cette question parce qu'il s'agit de faire écouter les voix des femmes et des gens qui saignent, qui ont ces hémorragies. Et c'est fondamental de pouvoir parler des coûts des produits. Comme Rouchny a dit, c'est vraiment ridicule de voir que partout et on est par exemple des papiers toilettes ou des condoms, des préservatifs, et c'est ridicule de voir que les femmes doivent payer tant d'argent pour leurs serviettes mensuelles, pour leurs tampons, etc. Donc, je suis en train de travailler avec ces organisations de charité, ces ONG qui travaillent partout dans les pays pour s'assurer que les cibles soient accomplies. Voilà la diapo suivante. Nous avons parlé de plusieurs choses. Une des choses qui a été faite par cette organisation, c'est de parler de ces trois éléments: conversation, éducation, accès. Conversation, ça a à voir avec la réduction des stigmates. C'est fondamental de parler de la menstruation, des produits sanitaires, et nous parlons des produits qui sont impliqués ou qui sont liés avec les règles. C'est fondamental de déstigmatiser à travers le langage. Donc, il faut utiliser les bons termes, la bonne terminologie. Un des piliers, donc, c'est de mener cette conversation sincère lors de laquelle on peut parler de ce type de choses avec toute liberté. Une autre chose que nous avons découvert pendant la pandémie, c'est que nous n'avions pas pu nous retrouver en face à face. Et donc, c'est devenu très difficile pour nous de parler de l'équité menstruelle et de mener ces conversations dans l'espace virtuel. Le deuxième pilier qui fait partie de ce projet-là, c'est l'éducation. C'est fort important de savoir que nous éduquons non seulement les filles qui ont les règles, mais aussi les personnes qui n'ont pas de règles, pour qu'ils sachent ce que ça veut dire d'être une personne qui a ce type d'expérience. Nous avons aussi vu qu'il faut avoir des programmes d'éducation au niveau des écoles où les filles ou les femmes, les personnes qui ont des règles puissent recevoir de l'éducation depuis un âge très petit pour réduire la stigmatisation et pour que tout le monde puisse se familiariser avec ces concepts. C'est clé donc d'avoir de l'aide pour ce type d'éducation. Bien sûr, nous pouvons avoir des conversations, nous pouvons fournir de l'éducation. Ce sont des choses extrêmement importantes. Ce sont des composantes fondamentales du mouvement. Mais s'il n'y a pas d'accès aux produits sanitaires pour les règles, rien de cela va être utile. En Nouvelle-Zélande, le gouvernement pendant l'année 2000, a décidé que le produit devienne disponible partout dans les écoles.
indépendamment du genre, parce qu'on a la communauté transgenre, il y a des membres qui ont des règles aussi. Donc, depuis l'année 2010, on a lancé un programme pilote soutenu par plusieurs institutions de charité et aussi par la FMH. Et cela veut dire qu'il y a une série, un ensemble de produits sanitaires dans les écoles, des produits sanitaires donc, qui sont disponibles là-bas dans les écoles. Donc, il ne s'agit pas que de retrouver les tampons et les serviettes à l'école. Ces produits-là sont disponibles pour les femmes et pour les personnes qui ont des règles, qui ont des saignements, non seulement dans les écoles. Il n'y a pas de limite en matière de ce dont on peut avoir besoin. Donc, on doit avoir les droits de le demander. Et en matière d'accès, il ne s'agit pas que d'avoir les produits qui sont disponibles et il ne s'agit pas que de réduire les stigmates. Nous devons aussi penser aux produits qui peuvent être réutilisés. Il faut penser à l'écologie. Il faut aussi penser aux produits qui permettent de réduire la précarité menstruelle parce que comme ça, le coût à long terme sera réduit. Et ça, c'est vrai, mais nous devons aussi penser que c'est quelque chose qui affecte les communautés les plus défavorisées. Nous devons penser aux femmes qui sont dans des refuges, par exemple, si ces femmes-là ont accès aux produits réutilisables, mais elles n'ont pas d'accès à une machine à laver ou en lieu où elles peuvent laver ces serviettes réutilisables, donc ce ne sera pas utile. Donc, dans des situations d'urgence, peut-être que les produits réutilisables ne sont pas les produits idéaux. Lorsque l'on parle de l'équité mensuelle, nous devons considérer cet escalier de l'équité mensuelle. L'éducation et l'accès vont ensemble et voilà la pyramide ou l'échelle et nous vont de la partie la plus basse à la partie la plus haute. Par exemple, en bas, on a le cas le plus grave, les femmes qui n'ont pas d'accès, qui n'ont pas d'option en matière de produits sanitaires et aussi en matière d'éducation menstruelle. C'est un outil extrêmement utile lorsque l'on parle de comment surmonter la précarité menstruelle, l'inéquité menstruelle. Nous pouvons le visionner ici. Nous parlons des communautés les plus défavorisées où l'on trouve des personnes qui saignent, qui sont les plus marginalisées. Et voilà que l'on trouve en certains types d'éducation un certain type de produit lorsque l'on en sent sur l'échelle. Et voilà que l'on retrouve les personnes qui ont un certain accès à l'éducation et aux produits sanitaires. Et voilà la dernière marche dans l'échelle, les personnes qui ont un accès soutenu ou durable aux produits et à l'éducation. Ce que je pense en matière de l'équité menstruelle et la réduction de la pauvreté ou de la précarité menstruelle, c'est qu'il faut considérer ce rythme-là. Lorsque l'on parle des règles, une des choses que j'ai dit, c'est quelque chose de très récent et c'est quelque chose que j'aime que ça s'est passé. Nous n'avons plus de pub pour les produits sanitaires pour la menstruation avait, par exemple, été montré dans le pub avec un fluide bleu. Lorsque j'ai eu mes premières règles, je me suis rendu compte que les fluides qui sortaient de mon vagin n'étaient pas bleus. Donc, c'est bien de voir que maintenant, dans le pub de produits sanitaires, on voit le sang en vrai. Et je pense que comme ça, ce sont des pas très intéressants qui sont faits en matière de réduire la stigmatisation autour des règles. Mais pour moi, c'est fondamental d'aborder cette question-là. Et pour cela, je pense que c'est très important de considérer cette échelle de l'équité menstruelle. Il faut considérer ce qui se passe avec les communautés les plus défavorisées. Et nous devons prendre charge de ce que ces communautés aient vraiment un accès aux produits et à l'éducation en cette matière. Merci. Bonjour à tous, je suis Anupama, je suis atteinte d'une hémophilie
légère. Et maintenant, nous allons parler aussi de la précarité des règles et aussi des solutions qui sont disponibles pour gérer et pour résoudre la précarité menstruelle. Ce dont nous avons besoin, c'est comment est-ce qu'il faut parler des règles. Voilà que c'est une question très personnelle, très sensible. Peut-être que les personnes ne sont pas disposées à en parler. Donc, la première chose que nous avons fait, c'est que nous avons créé un espace. Nous avons des groupes de femmes, nous avons des groupes de femmes au niveau de chapitre, au niveau régional et au niveau national pour que les femmes puissent se réunir et mener des ateliers en cette matière. Donc, il y a des leaders, femmes par exemple, qui sont aussi dans ce groupe. Par exemple, nous avons lancé récemment un groupe social des réseaux sociaux, aussi, spécialement pour les femmes et les filles qui saignent et les porteuses qui ont des tendances à saigner aussi, parce que les problèmes sont semblables partout. Donc, la première chose à savoir, ce qu'il faut constater, il faut nous rendre compte du problème. Lorsque nous avons des femmes qui saignent, le problème est plus grave parce que le flux mensuel est plus dense, les règles durent plus longtemps et il y a des problèmes associés aussi, plus, par exemple, de coûts. Il y a des coûts ou des frais cachés aussi qui peuvent conduire à d'autres choses, par exemple, de tremper les draps, de tremper les robes, les vêtements, etc. Donc, peut-être qu'il nous devons, par exemple, nous devons avoir des produits pour éviter le fait de tremper nos vêtements. Et aussi, lorsque on utilise des produits sanitaires pendant de longues périodes, on peut avoir aussi des problèmes dermatologiques aussi. Donc, la précarité menstruelle n'est pas seulement liée au coût des produits sanitaires, mais aussi il y a d'autres frais qui sont plutôt cachés. Euh, Parfois, fréquemment, les femmes et les filles ont fait face à ce problème-là. Par exemple, elles ont trempé leurs draps, leurs vêtements. Cela n'implique pas qu'on n'est pas propre ou qu'on ne prend soin de soi, mais au contraire, cela veut dire que fréquemment, la femme, la fille était en train de utiliser le plus possible sa serviette sanitaire avec, bien sûr, pour risque le fait de tremper ses vêtements. Également, il y a plusieurs filles qui utilisent une serviette sanitaire tous les jours par peur d'avoir une perte des sangs et de tremper leurs vêtements. Il y a des filles qui utilisent deux serviettes, par exemple. Cela affecte non seulement la question de coût, mais aussi l'identité et la confiance. Il y a des filles qui utilisent des couches même. La première chose que l'on a retrouvée comme solution, c'est de créer un projet de serviettes sanitaires euh, réalisé par le groupe des femmes de la Fédération de l'hémophilie en Inde. Ce projet-là s'appelle RING et il a été lancé avec l'Institut des sciences sociales et NIRAME et aussi le chapitre de la Société de l'hémophilie du Pune. Et donc, on a on a organisé un atelier pour développer ces produits pour les femmes. Cela a commencé à être mis en place avec beaucoup de succès dans cette région et puis il a été étendu à d'autres régions. Voilà la photo où l'on voit le paquet ou la trousse remplie de serviettes sanitaires. Chaque trousse a 7 serviettes sanitaires. Ce projet a été réalisé par l'organisation nationale et il y a aussi d'autres projets réalisés par des personnes et des chapitres spécifiques. L'octroi de serviettes sanitaires n'est pas suffisant, bien sûr, il faut autonomiser les femmes. C'est pour cela qu'il faut octroyer des subventions aux micro-entreprises pour autonomiser les femmes. En même temps, les femmes pourront prendre soin d'elles de meilleure manière. Il y a d'autres décisions adoptées par d'autres chapitres. Par exemple, un projet
où de l'éducation a été fournie aux femmes sur l'hygiène menstruelle et où l'on a octroyé des serviettes à 45 ans, un total de 45 femmes. Il y a encore un autre projet, c'est le chapitre à Mumbai, c'est Laxmi Sawalka. À travers le chapitre du Mumbai, la mère d'une fille adolescente avec thrombosténie des glandes MAN a soutenu 4 femmes avec des règles abondantes avec des serviettes sanitaires à travers l'octroi des serviettes sanitaires. Il y a des plans aussi, le plan d'éducation du chapitre du Calicut sur l'utilisation de la coupe menstruelle et la sécurité pour les femmes qui saignent, la sécurité dans l'utilisation de coupe. Il y a d'autres projets, par exemple dans l'État du Kerala, en Inde, les femmes ont reçu l'option d'utiliser des serviettes sanitaires gratuites pour toutes les femmes d'entre 6 de la 6e à la 12e année de l'école. Et aussi, il y a eu un autre projet où les filles ont reçu des coupes sanitaires, des coupes menstruelles gratuites. Aussi, la disposition des produits sanitaires en toute sécurité est un autre problème d'importance. Et les femmes sont aussi affectées par les changements climatiques. Dans l'avenir, à court terme, l'idée, c'est de retrouver une solution durable, écologique. Quelque chose de très important est lié à l'égalité des genres. Lorsque l'on parle du diagnostic, du traitement du trouble, c'est la vérité, c'est que nous avons un trouble de la coagulation. Et si nous avons été bien diagnostiqués, nous avons un bon accès au traitement, c'est quelque chose qui nous aidera à faire face au problème. Merci à toutes et à tous. La prochaine intervenante sera Joey Shao de la Malaisie. Elle a créé ce projet Boulan Sisters pour mettre fin à la précarité menstruelle en Malaisie. Donc, Joshi, vous avez la parole. Merci de m'avoir présenté. Je voudrais remercier la FMH de nous avoir invités. Vers la fin de 2021, la Malaisie a été touchée par des inondations qui ont déplacé plusieurs personnes. Donc, nous avons reçu beaucoup de dons, par exemple des produits pour le nettoyage, de l'argent, mais il y avait quelque chose qui manquait. C'était les serviettes sanitaires. Même chose lors de la pandémie de la COVID, lorsque les pays s'étaient effoncés dans dans les confinements, les organisations ont commencé à recueillir des dons pour les personnes dans les besoins. Mais encore une fois, les serviettes sanitaires manquaient. Donc, le dénominateur commun de ces deux exemples, c'est que personne ne s'est rendu compte du problème. Lorsque l'on parle de l'aide dans les urgences, on pense aux aliments, à l'argent, etc. Mais est-ce que l'on pense aux serviettes sanitaires? La menstruation, donc, n'est pas un sujet très commun. Lorsqu'il y a une crise, les règles ne sont pas une priorité. Et cela s'applique à la précarité mensuelle. La précarité mensuelle est une crise qui touche la moitié de la population partout dans le monde. Et en Malaisie, il n'y a pas de statistiques au sujet. Une crise qui affecte une telle quantité de personnes semblables résulterait dans une campagne énorme. Mais le fait, c'est que la menstruation ici, c'est un tabou. Donc, pour résoudre le problème, il faut l'identifier. Mais comment est-ce que l'on peut identifier cette question lorsque l'on ne parle pas à ce sujet? Donc, moi, j'ai commencé à faire des réflexions autour de cette question en lançant des initiatives pour essayer de vraiment cibler la éradication de la précarité menstruelle. Nous avons donc organisé des réunions pour vraiment parler de la question de l'éducation, donc la sensibilisation par rapport aux questions liées à la menstruation. Il y a vraiment un manque
manque de compréhension autour même des choses de base associées aux règles. Donc, nous avons lancé des initiatives avec un financement pour un projet pilote, donc pour montrer que nous pourrions vraiment avoir l'impact à cet égard. Bulan Sisters, donc, essaie d'éduquer, d'établir et de vraiment automatiser donc les personnes. Donc pour éduquer, pour sensibiliser, nous organisons des ateliers pour essayer de vraiment partager des informations autour des questions de la menstruation. Pour la deuxième partie, établir, nous sommes en train d'établir un écosystème, un réseau. Donc pour bien faire des formations, pour créer des liens entre différentes personnes et organisations. Et donc, nous devons également examiner cette dernière partie de notre travail en ce qui concerne l'autonomisation des filles et des femmes. Donc, l'idée est de distribuer des produits périodique et également de sensibiliser les personnes autour de la question de la précarité menstruelle. Donc, avec ces trois et, nous avons maintenant pu atteindre à peu près excusez-moi, nous avons pu organiser à peu près 150 ateliers et nous avons vraiment réussi à collecter pas mal de fonds de financement pour essayer de faire des efforts de distribution de produits, pour organiser également des formations, etc. Maintenant, nous avons des bénévoles, nous avons vraiment des bons taux en ce qui concerne les personnes que nous suivons sur les réseaux sociaux, etc. Donc, nous devons pas seulement établir des chiffres, mais également essayer de cibler des questions de base liées à la précarité mensuelle. Donc, nous essayons de vraiment identifier quels sont les domaines les plus affectés et comment nous pouvons absolument donner une voix aux personnes affectées, partager des connaissances et vraiment changer également des états d'esprit liés à la question des menstruations et en général. Donc, nous allons absolument continuer ce travail de sensibilisation, d'organisation des formations, etc. pour bien créer encore de la compréhension autour de cette question. Merci. Joy Show, de vos efforts, de votre présentation vraiment inspirante. Merci encore à vous tous. J'espère que nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble sur ces questions. Je pense que maintenant, je vais peut-être parler un peu surtout sur l'importance de la collaboration entre les hématologues et les gynécologues. Donc, je vais illustrer cette collaboration à travers une étude de cas. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons une patiente, peut-être une jeune fille, atteinte des saignements abondants? Donc, l'idée est de faire un diagnostic, bien entendu. Elle va peut-être avoir une examination des possibles causes de base, mais nous avons peut-être identifié déjà des personnes qui ont vraiment des troubles. Là, maintenant, je vais parler d'un cas spécifique, donc une jeune fille de 18 ans qui ont été affectées par des saignements, des règles très abondants depuis l'âge de 13 ans. Donc, elle utilisait une serviette par heure. Elle avait vraiment un flux vraiment anormal. Donc, comment est-ce que nous avons identifié les différents impacts sur la vie de cette jeune fille? Elle avait des problèmes autour de l'idée qu'elle ne voulait pas aller à l'école
l'école pendant cette période parce que elle était vraiment très affectée, elle ne pouvait pas socialiser, elle avait vraiment des problèmes d'auto-estime et elle avait également des problèmes d'accès. Donc, cette question de la précarité menstruelle, elle ne pouvait pas se permettre la quantité de serviettes dont elle avait besoin. Donc, elle utilisait des choses alternatives. Nous avons donc fait un travail autour de ces idées des impacts. Il y avait également des questions liées à la santé, une fatigue extrême, des problèmes de concentration, des des compulsions en ce qui concernait l'idée de manger des glaçons, même des complications autour de la transfusion sanguine. Donc, il y avait plusieurs facteurs liés à la santé de cette jeune femme qui menaçait de causer des problèmes, même avec sa grossesse potentielle à l'avenir, des problèmes en ce qui concernait, par exemple, des saignements dans des différentes possibilités, éventualités futures. Donc, nous avons lancé, organisé des cliniques spécifiques parce que nous avions vraiment beaucoup de personnes référées atteintes de ces problèmes, atteintes de ces troubles de coagulation, et saignements abondants, etc. Donc, nous avons dû organiser des cliniques spécifiques pour vraiment cibler ce genre de diagnostic, donc avec des tests sanguins, avec des différents outils diagnostiques. Nous avons donc sélectionné des patients pour nos cliniques combinées avec des gynécologues. Donc, l'idée était de vraiment essayer d'établir ce genre de coopération. Donc, nous voyons ici une infirmière qui fait des tests d'anémie. Donc, elle cherche, elle évalue des possibles carences en fait. Ici, nous avons une image de notre clinique combinée. Donc, il s'agit d'une clinique que nous organisons une fois par mois. Donc, avec des hématologues et des gynécologues, des infirmières également qui travaillent avec ces patients. Ici, nous avons une femme enceinte atteinte des troubles de coagulation. Nous avons également des programmes de sensibilisation et d'éducation avec des fournisseurs du secteur de la santé primaire, avec des membres du public également, et des femmes et filles atteintes de ces troubles de coagulation. Quels sont les conseils donc que je partagerai avec ces filles et ces femmes? Nous devons absolument essayer d'éviter ces saignements abondants. Donc, éviter également des autres complications, endométriose, etc., des carences en fer. Nous avons donc beaucoup de traitements intraveineuses parce que nous savons que des pilules sont des fois difficiles à obtenir et à prendre. Nous avons également des efforts autour du soutien, donc comment vraiment essayer de corriger tous ces facteurs, de donner également une voix à ces personnes, donc de les encourager à parler avec leurs fournisseurs de santé pour briser les barrières. Il y a vraiment beaucoup de bénéfices liés à cette collaboration. Donc, comment travailler ensemble pour avoir un bon diagnostic également au préalable pour prévenir
des complications en ciblant vraiment ces questions au préalable. Cela va bien entendu mener aux économies également et des améliorations en ce qui concerne la qualité de vie. Donc, je crois que cette collaboration est vraiment primordiale. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Mylène? Non, je pense que vous avez bien couvert toutes ces questions. L'importance de cette collaboration est liée pas seulement au fait que la gestion des patients est améliorée, mais également au fait que nous pouvons nous éduquer les uns aux autres avec ces approches multidisciplinaires. Comment est-ce que nous pouvons donc apprendre des expertises des autres? J'ai toujours identifié ces cliniques combinées comme des initiatives vraiment positives qui peuvent améliorer ma propre pratique. Voilà, je pense que c'est probablement tout. Les professionnels de la santé doivent absolument travailler ensemble, parler entre eux pour mieux bénéficier aux patients. L'idée de sensibiliser les gens par rapport à ce qui est normal et anormal est également très important. Donc, comment identifier les choses qui ne sont pas nécessairement habituelles. Voilà. Merci, Mylène. Je pense que nous avons maintenant fini nos présentations. Donc, maintenant, nous pouvons lancer la partie questions et réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte questions et réponses. Je ne sais pas si nos participants peuvent activer leur micro. Non, normalement, non, nous n'avons pas cette fonction. Donc, l'idée est d'encourager les participants d'écrire les questions dans la fonction questions-réponses. J'ai déjà une question ici. Donc, Lauren a parlé d'un sondage mené au Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, les intervenants, des participants de notre panel, peut-être Onopama, Amanda ou Cassie? Est-ce que vous avez également lancé des sondages, des enquêtes? Et quelles sont les informations que vous avez trouvées dans vos propres communautés, ou même au niveau plus large, plus global? Je n'ai pas organisé une enquête moi-même en ce qui concerne les femmes atteintes des troubles de coagulation, mais nous avons un groupe que nous avons formé qui s'appelle COAN, Friends, amis en anglais. Donc, nous nous réunissons pour parler de nos problèmes autour des saignements abondants, etc. Est-ce que vous faites cela en Upama, en Inde? Moi, je connais déjà un peu le travail des groupes des femmes en Inde et je vois qu'il y a vraiment des groupes avec plus de 100 participants, membres. Nous n'avons pas encore lancé des enquêtes de ce type. Nous sommes toujours en train d'organiser des travaux d'identification, mais peut-être que nous allons pouvoir lancer un sondage de ce type bientôt. Quel est le point de départ pour distinguer ce qui est une règle normale comparé avec des règles plutôt anormaux? Donc, peut-être de votre perspective, Mylène, s'il y a quelqu'un qui arrive, qui décrit leur expérience, bon, premièrement, nous pouvons poser la question, est-ce que vos saignements vous empêchent de faire ce que vous faites normalement au quotidien? Donc, si vous devez changer également vos produits périodiques vraiment très fréquemment, ou si vous devez utiliser plus qu'un produit à la fois. Une question importante que je pose aux femmes est, est-ce que vous devez également vous lever pendant la nuit pour changer votre produit, ou est-ce que vous devez utiliser des protections sur votre lit pour protéger vos draps, etc.?
Méline, merci de ces réponses. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que ces choses sont normales, mais il y a également, je pense, cette question de stigmatisation. Est-ce que il s'agit de quelque chose de normal, de devoir se lever pendant la nuit pour changer vos produits, etc. Voilà, donc comment est-ce que les femmes et les filles peuvent savoir ce qui est normal ou pas? Oui, nous devons entendre absolument les voix des jeunes filles, des femmes. Sinon, nous ne pouvons pas savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Parlez, parlez, c'est comme ça que nous pouvons vous aider absolument. Hein? Donc nous devons briser ces tabous, je pense. Oui, je pense qu'aux États-Unis, dans nos centres de traitement, nous collectons beaucoup d'informations des femmes et également des hommes atteints de troubles de strangulation. Nous avons plusieurs questions à cet égard. Nos infirmières sont vraiment très bien formées maintenant en ce qui concerne ce genre d'évaluation. Donc, avec des outils d'évaluation, avec des notes que nous pouvons attribuer, l'idée est de vraiment essayer de collecter un maximum d'informations par rapport à la situation de chaque patient. Je pense que ces infirmières font un travail vraiment super pour essayer de bien sensibiliser ces patients, pour les encourager à bien partager leurs préoccupations également. Donc, l'idée est également de travailler sur cette question de formation lorsqu'il s'agit, par exemple, des travailleurs sociaux, des enseignants, etc. Comment essayer donc d'encourager les différents professionnels d'examiner ces questions. L'idée de vraiment essayer d'établir des liens donc avec des sages-femmes et avec des autres professionnels des autres secteurs. Donc, comment essayer de vraiment sensibiliser des personnes également dans des communautés plutôt marginalisées, comme nos communautés Amish. Comme Jamila a dit, nous devons donc identifier des problèmes de sensibilisation. Oui, merci Roshni. Je pense que Lauren, Joe ont vraiment souligné l'idée de normaliser ces conversations autour des règles. Parce qu'il s'agit de quelque chose qui reste tabou dans beaucoup de contextes et nous perdons donc des informations importantes parce qu'il y a un vrai manque de compréhension autour de cette question de savoir ce qui est normal ou pas. Donc, nous devons continuer, je pense, à encourager cette idée de parler, de partager des expériences, des informations autour de cette question. Cassie a travaillé de l'idée de lancer ces conversations au Panama dans des espaces sûrs, même avec des questions anonymes. Voilà. Nous avons une autre question ici par rapport aux soignants. Est-ce que Pardon, j'ai couvert la question. Est-ce que les soignants doivent également considérer la question des saignements abondants lors du travail, donc pendant la grossesse? Ça dépend un peu du niveau. Hein, donc, il y a quelques facteurs associés à une augmentation pendant la grossesse. L'idée est encore une fois de partager des informations, d'encourager également les femmes enceintes qui ont des expériences de saignement de vraiment parler avec la sage-femme, d'obtenir des informations parce que nous devons absolument comprendre les possibilités des problèmes associés.
Il y a des questions d'exclusion des femmes par rapport aux études, par rapport aux produits nouveaux, etc. Dans les cas des, par exemple, une hémophilie légère, par exemple, 30%, peut-être ce n'est pas de concentré du facteur, mais il faut l'observer postpartum. Surtout, c'est une situation assez importante. C'est nécessaire de se mettre en contact avec nous si elles ont des saignements abondants. Il faut voir ce qui se passe avec le niveau du facteur, s'il y a un ratio de 30% ou non. À chaque fois, il faut éduquer les mères, les porteuses pour qu'elles identifient si elles ont des hémorrages intenses. Et il faut aussi tenir compte des patientes et il faut contacter les centres du traitement de l'hémophilie avec ces groupes. Je pense que ça fait partie très importante de tout cela. Je voudrais aussi mentionner quelque chose qui est utilisé dans le domaine de l'hémophilie et qui n'est pas utilisé chez les femmes et chez les filles. C'est la prise de décision commune. Nous devons faire partie de la conversation en tant que patiente avec les médecins, les hématologues et avec les gynécologues et les obstétriciens. Nous devons travailler ensemble sur la solution. Par exemple, une chose très simple, si la femme, par exemple, veut accoucher son enfant chez elle, dans sa maison. C'est quelque chose qui me donne qui me fait peur. Je dis toujours, jamais, jamais dans la vie. Je parlerai très sérieusement avec cette patiente-là pour lui dire qu'un accouchement en toute sécurité, c'est beaucoup mieux qu'un accouchement chez elle à la maison. Voilà un exemple très clair de l'approche multidisciplinaire. Une chose que l'on oublie chez ces femmes, c'est le risque d'un thromboembolisme. C'est un risque qui existe aussi. Récemment, j'ai eu une conversation avec un des médecins spécialistes des soins néonataux et une des choses qu'il m'a dit, c'est que nous pouvons interrompre, suspendre l'hémorragie, mais on ne peut pas empêcher les caillots. C'est un bon moment pour nous rappeler tout cela. Dans les cas des femmes avec des troubles de la coagulation, c'est mieux d'avoir un accouchement en toute sécurité, bien sûr, au lieu d'avoir un accouchement à la maison. Patricia nous dit comment est-ce que le groupe des patients peuvent nous aider à augmenter la collaboration entre les hématologues et les gynécologues pour augmenter la sensibilisation au sujet des troubles de la coagulation chez les femmes. Qui voudrait commencer? C'est moi qui veux commencer. S'il y a de la demande, on va voir de l'offre aussi. Je pense que l'éducation, l'autonomisation des patientes, de nos proches mèneront la profession médicale à nous suivre et à être en mesure de faire face aux défis du 21e siècle. Anupama et d'autres, par exemple, font un travail vraiment magnifique parce qu'ils éduquent, ils autonomisent. Parfois, j'ai honte de le dire, mais les médecins fréquemment n'adoptent pas de nouvelles politiques ou de choses nouvelles, même si ce sont des choses qui font du sens, parce qu'ils s'accrochent à ce qu'ils savent déjà. Donc, s'il y a de la demande, on verra l'offre. C'est comme ça que les choses devraient fonctionner. Une chose qui m'a vraiment surprise dans la présentation de la Dr. James, est liée à répondre à ce questionnaire, le mener au bureau du médecin. Il y a des outils qui sont disponibles. Il faut communiquer sur l'existence de ces outils-là. Donc, on peut, par exemple, visiter le site de la Fondation d'hémophilie du Canada pour retrouver cet outil-là. C'est également important de parler avec le gynécologue et lui raconter que c'est un problème de la famille, c'est un problème familial. Nous savons ce qui se passe
dans notre famille, le trouble de la coagulation sont héréditaires. Mais il faut aussi rappeler les obstétriciens, les gynécologues que cette situation existe parce que peut-être qu'ils ne sont pas conscients de cette situation. C'est la première fois qu'ils entendent parler de ce questionnaire. C'est un outil magnifique que nous pouvons utiliser. Par exemple, nous, dans nos sites Internet, on devrait avoir accès aux personnes. Mais même si on met en disposition ce questionnaire dans notre site de la FMH, il y a une quantité de personnes qui n'ont pas accès à cette information quand même. Récemment, nos infirmières ont été formées de façon virtuelle parce qu'elles étaient loin l'une de l'autre et elles étaient formées sur comment mener ces questionnaires. Donc, je pense que ce réseau devrait s'étendre davantage parmi les médecins, parmi les infirmières, pour que tout le monde soit aligné, pour ainsi le dire. Tout le monde peut administrer ce auto-questionnaire, les médecins de famille, les infirmières aussi peuvent également le faire, et bien sûr les hématologues, sans aucun doute. Merci beaucoup. Il ne nous reste que 3 minutes, donc le temps s'est écoulé vraiment. Il y a d'autres questions dans le chat. Je voudrais m'excuser de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais merci beaucoup de votre participation tellement active. C'est grâce à vous que nous avons ces débats tellement intéressants. Je voudrais terminer avec Lorraine et il y a une autre diapo que je voudrais partager avec vous. Voilà une question de la part de Lydia. Si l'on revient sur l'enquête, le sondage, comment est-ce que vous avez développé cette enquête? Comment est-ce que l'enquête a été distribuée? Quelle bonne question. Je ne me rappelle pas exactement la méthode qui a été utilisée. L'enquête a été développée sur la base de quelques algorithmes que nous avions déjà. Nous l'avons distribué au travers un bulletin mensuel que nous publions. Et quelque chose qui nous a encouragés à ce moment-là a été le fait que les femmes ont réussi à parler de leurs expériences et depuis, on a vu une situation très émouvante. On a voulu de faire quelque chose en la matière et dû au fait que le groupe des patientes était assez petit, nous avons réussi à nous connecter très bien les unes avec les autres. Nous avons réussi à faire en sorte que l'on bavarde, que l'on échange sur le sujet et cela a garanti le succès de l'enquête. Et c'est pour cela que nous avons réussi à maintenir l'enquête à travers le temps et les gens ont aussi pu participer à travers le temps. Ils ont pu répondre dans l'enquête. J'ai fait une photo de la diapote parce que les données sont vraiment solides. On peut beaucoup apprendre grâce à ces données. Nous avons qu'il y a une barrière pour le traitement et les soins. C'est quelque chose de très vrai aux États-Unis. Sans les données, on ne peut pas atteindre les choses ou les personnes qui sont chargées de fournir les solutions. Par exemple, les entreprises d'assurance, nous ne pouvons pas faire en sorte qu'elles payent les traitements des personnes avec les troubles de la coagulation. Donc, ce que je voudrais dire aux ONM, c'est que l'idée, c'est d'avoir les bonnes données pour garantir les traitements des femmes et filles avec des troubles de la coagulation. Je voudrais remercier les intervenantes, les participants, les animatrices et je voudrais exprimer mes remerciements parce que pour la première fois dans l'histoire de la FMH, nous aurons un congrès mondial pour les femmes et les filles avec des troubles de la coagulation. Donc, des applaudissements pour l'FMH parce que c'est grâce à elle que nous avons pu
réaliser et organiser cet événement. Vous pouvez participer en face à face de manière virtuelle aussi. Les liens sont disponibles dans tous les réseaux sociaux, mais si vous visitez le site Internet de la Fédération et Women's Track spécialement, surtout, voilà un atelier pour les femmes avec des troubles de la coagulation. Cet atelier sera tenu en dimanche et c'est un must pour tous les médecins qui travaillent dans le domaine. Nous allons parler de la gestion des hémorragies anormales chez les femmes et filles. Il y aura un panel aussi sur la gestion des saignements anormaux chez les femmes et les filles, partie 2. Aussi, les tests de laboratoire pour les femmes et les filles. Le processus est parfois différent dans ces cas-là. Et nous allons aussi parler des troubles de la coagulation rares chez les femmes et les filles, au-delà de la déficience de facteurs et au-delà des labels légères, non légers, etc., type 1, type 2. Nous allons parler au-delà du phénotype, etc. Nous allons avoir aussi la focalisation, un panel de focalisation sur la santé des femmes, la douleur. Nous allons parler de la douleur chez les femmes et filles avec des troubles de la coagulation et les sujets tabous, les questions transculturelles. C'est très important de pouvoir parler des règles abondantes. Et puis, on aura des sessions sur la maladie de von Willebrand. Nous allons avoir en atelier sur la maladie en soi-même. Nous allons parler des perspectives sur l'impact de la maladie sur les gens avec des troubles de la coagulation et les diagnostics de laboratoire. Merci à toutes et à tous. Merci. Je sais que nous avons dépassé le temps assigné et nous allons finir le séminaire avec cette phrase. Tout le monde a le droit à l'accès aux soins de santé de base. Nous pouvons transformer les vies des femmes et filles avec des troubles de la coagulation héréditaire aujourd'hui et pour les prochaines générations. Merci Jamila d'avoir été la co-animatrice de cette séance aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à toutes. Les intervenantes ont été vraiment magnifiques. J'ai bien profité de tout. Merci.